rejoindre dans ce journal sur l'ORTB. Tout de suite, les titres. Descente d'une délégation gouvernementale sur le chantier de construction de l'hôpital de zone Alada-Tofozé. Le ministre de la Santé et son collègue de la décentralisation sont allés constater le niveau d'avancement des travaux. Les plaintes des utilisateurs GSM quant à la qualité et au coût des prestations de téléphonie mobile au cœur d'une séance de travail, l'ARCEP et les opérateurs GSM réfléchissent à des approches de solutions. Direct Aid, l'organisation humanitaire coïtienne, est partie pour 5 milliards d'investissements en 2017. La présentation du plan des activités a eu lieu hier. Le ministre de la Santé, accompagné de son collègue de la décentralisation, était sur le chantier de construction de l'hôpital de zone Alada-Tofozé. Une visite pour s'enquérir de l'évolution du chantier et rassurer la partie japonaise. Le point de la visite avec William Choki. Une brève reconnaissance sur papier du vaste chantier de construction de l'hôpital de zone sanitaire Alada-Tofozé. Puis la visite guidée des lieux conduite par la partie japonaise en charge des travaux. 6 mois déjà qu'ils ont démarré les grosses œuvres de l'infrastructure, ils sont à 20% du taux de réalisation physique. Il reste du chemin à faire. C'est pour cela que nous sommes venus, parce que 2/3 du temps, 20% de réalisation, apparemment ça pose problème. Et ils viennent de nous dire qu'ils sont dans le temps, que le timing sera respecté. Encore 9 mois de travaux pour livrer le chantier, 9 mois pour doter la zone sanitaire d'un hôpital flambant neuf. Les autorités se veulent rassurantes. Elles ont promis mettre les bouchées doubles pour le respect du délai contractuel. Et ils se sont préoccupés aussi de la SBE, parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir tout le nécessaire au plus tard en juin. Là aussi, nous avons promis de prendre toutes les dispositions pour que ce qui doit être fait soit fait en respectant le temps prévu. C'est pour la population, c'est pour les communautés à la base, et elles sont les premières bénéficiaires et nous sommes obligés de les accompagner. Je crois que le 15 novembre, nous allons fêter ici. C'est vraiment un souhait de la population qui attend impatiemment. 15 novembre 2017, pour la remise officielle des clés de l'hôpital de zone, les populations des 3 communes bénéficiaires attendent le joyau. Sur le terrain, la main-d'œuvre visiblement se bat pour gagner le pari. Première rencontre ce vendredi entre les membres de l'ARCEP et les opérateurs des réseaux GSM. Au cœur des échanges, l'amélioration des prestations de services, la baisse des tarifs de communication, de même que la prise en compte des plaintes des usagers des réseaux GSM. Suivez ici un extrait de la déclaration du Conseil au terme de cette séance de travail qui intervient après la récente sortie médiatique du ministre de la Communication. C'était l'occasion pour nous non seulement de présenter les membres du Conseil, mais également de faire un suivi des différentes réunions que les mêmes opérateurs ont eues avec le ministre de tutelle, notamment sur les questions liées à la qualité des services. Et ce n'est que pour nous une manière d'amplifier les plaintes que nous recevons constamment de tous les usagers de nos réseaux. Également, nous avons parlé des problèmes de Simbox, qui sont des manipulations un peu frauduleuses, je dirais, et dans nos réseaux, et qui sont préjudiciables même aux opérateurs eux-mêmes, aux consommateurs et bien entendu à l'État. Et finalement, nous avons également parlé des tarifs, étant donné que l'État fait un effort significatif en direction des opérateurs en baissant les taxes sur les assises, et c'est une baisse significative.
c'est pratiquement divisé par deux, les taxes. Et nous pensons que l'État ayant fait cet effort, eux, ils devraient pouvoir faire un effort dans le sens de baisser les tarifs pour les consommateurs. L'ESFAM Bénin, c'est l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers, des médias et du multimédia au Bénin. Une équipe de cet établissement était à la RAC hier. Objectif, avoir des fréquences pour la création d'une radio et d'une télévision. Donatien Falola, Jean-Claude Jim pour les détails. Face à l'équipe dirigeante de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, une délégation de l'ESFAM Bénin, École supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers, des médias et du multimédia au Bénin. Le promoteur de cette école et ses partenaires belges sont venus solliciter l'accord de l'organe de régulation pour un certain nombre de projets. Il s'agit principalement de l'octroi de 2 fréquences d'émissions radio au profit des étudiants souvent confrontés aux problèmes d'emploi après leur formation. Après échange, il a été vraiment touché par l'intérêt et surtout la pertinence de ce projet, et tous les conseillers ont apprécié l'innovation et l'originalité du projet et ont accepté unanimement avec le président et de voir dans quelle mesure justement l'ANAC pourrait réellement attribuer ces 2 fréquences-là. Le projet a un double objectif, c'est non seulement créer de l'emploi au niveau des jeunes sortis des universités de journalisme public comme privé, mais également d'informer les populations sur leurs droits économiques et sociaux, défendre l'intérêt des consommateurs et des contribuables. Selon Roger Médégan Fagla, Porto-Novo, la capitale du Bénin, est retenue pour abriter ces 2 organes. La nouvelle ambassadrice de la France au Bénin a rendu visite hier au président de la Cour constitutionnelle. Outre la diplomate, Théodore Olo a reçu une délégation de l'Association des collectivités familiales de Ouida. Le point avec Amel Nofodji et Jérôme Ongbo. Véronique Brumeau, la nouvelle ambassadrice de France près le Bénin, en audience chez le président Théodore Olo. Selon la diplomate, les échanges ont été très fructueux entre les 2 hôtes. J'ai demandé à être reçu en entretien par le président pour effectuer une visite de courtoisie. On était en train de discuter du CAMES et des concours qui sont organisés dans ce cadre, qui garantissent la qualité des recrutements. On a parlé coopération. Da Arwandinou Avimadieno, président de l'association des collectivités familiales de Ouida, et certains de ses collaborateurs étaient aussi reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on peut régler à la maison, à l'amiable, c'est porter devant les tribunaux et on ténigue nos da, on ténigue nos têtes couronnées. Et nous avons créé l'association qui a commencé à faire son petit ballon de chemin depuis un certain temps. Il est important que nous allions voir les personnalités de la République, comme le président de la Cour constitutionnelle, pour lui présenter d'abord notre association, recevoir des conseils pour mieux faire ce que nous avons commencé. Les hôtes de Théodore Olo se sont retournés très satisfaits de la qualité des échanges. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin. À cet effet, le ministre des Affaires sociales apporte des clarifications sur la célébration de la dite journée. Voici un extrait de ses propos au micro de Rebecca Kenjaoundé et Donatien Falola. La célébration de la fête ne doit pas se muer en une fête, j'allais dire foraine, où les femmes se parent, mangent, boivent, dansent peut-être. Nous voulons que la femme puisse vraiment prendre beaucoup plus conscience de sa situation et se battre pour son amélioration. Donc pour l'édition de 2017, le département ministériel dont j'ai la charge n'a pas choisi un tissu uniforme
dans le cadre de la célébration de la fête. Nous n'allons pas faire déplacer les femmes de l'intérieur du pays pour venir célébrer la GIF à Cotonou. Nous envisageons justement dans le programme qui va suivre de célébrer également la GIF au niveau des départements, mais ce serait par couple. Le 8 mars, il y aura la célébration de la GIF à Cotonou, c'est la cérémonie phare. Je rappelle que toujours le mercredi 8 mars 2017, il est prévu des séances de dépistage de cancer du col de l'utérus et des seins pour permettre aux femmes vraiment de ne pas avoir hâte à se déplacer sur Cotonou pour célébrer la GIF. Il y a un certain nombre d'autorités qui resteront à Cotonou pour célébrer la GIF, qui devront se déplacer dans les départements pour les amener à avoir confiance qu'on peut rester sur place et célébrer la GIF. L'organisation internationale coïtienne Direct Aid entend investir environ 5 milliards de francs CFA dans divers domaines au Bénin en 2017. Le plan d'action a été présenté hier à la direction nationale de la dite association Afidrosec Cotonou. Le reportage est signé Rosemont Chiakpe et Jérôme Hongbo. Direct Aid est une organisation coïtienne à caractère humanitaire et de développement. Au Bénin, elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Pour l'année 2017, Direct Aid Bénin va investir environ 5 milliards de francs CFA dans une dizaine de domaines d'intervention. L'objectif principal de Direct Aid est d'accompagner les gouvernements africains dans leur politique de lutter contre le triangle de la terreur, pauvreté, ignorance, maladie. Cette ambition s'est traduite au Bénin à travers la prise en charge de 1000 orphelins et orphelines, prise en charge totale. La construction et la gestion de 22 écoles, maternelles, primaires, collèges et lycées. La mise en service d'un hôpital moderne et de 5 dispensaires, des dons divers, des microcrédits. L'organisation coïtienne entend élargir ses interventions à l'enseignement supérieur. Une université moderne à vocation sous-régionale est en construction dans la commune de Koumé. Nous sommes très heureux de constater que le domaine privilégié par l'organisation est un domaine justement qui est en parfaite symbiose avec le programme d'action du gouvernement. Je veux parler essentiellement de l'humanitaire. Vous savez que le programme a une composante qu'on appelle l'ARCHE, qui porte essentiellement sur la protection sociale, à travers, bien sûr, les investissements dans le domaine sanitaire, la microfinance, l'assurance maladie. Alors, ce sont autant de choses qui montrent très bien que, disons, il y a une bonne passerelle entre les activités de l'organisation et les ambitions du nouveau départ. Direct Aid évolue avec 500 employés béninois. Ces investissements pour l'année 2016 s'élèvent à 4 milliards de francs CFA, d'où cet appel des autorités. J'ai lancé un appel aux ambassadeurs présents, aux représentants résidents de l'organisation, qu'ils soient l'avocat de cette nouvelle dynamique, l'avocat du nouveau départ et de la rupture auprès des autorités coïtiennes, pour qu'elles accroissent leur aide au Bénin afin de permettre aux ambitions de la rupture de se réaliser et que nous puissions donner alors un modèle. La cérémonie a pris fin par une distribution de cadeaux offerts par les enfants coïtiens à leurs amis béninois. Remise de matériel aux artisans des départements du Borgou à Libouri, c'est une œuvre commune du Bureau d'appui aux artisans, de Helvetas et de Apidev ONG. La cérémonie de remise officielle a eu lieu au siège de la Chambre interdépartementale Borgou à Libouri. Reportage. La présente donation est évaluée à plusieurs millions de francs CFA. Elle est composée de matériel informatique, de documents didactiques, de mobilier de bureau et d'un véhicule 4x4. Des outils qui vont au profit de la Chambre interdépartementale de métiers, de la Direction départementale de l'artisanat et du collectif des artisans des départements du Borgou et de l'Alibori. Ces équipements et matériels sont donc destinés à renforcer les capacités de la CIM et de la direction départementale en charge de la formation professionnelle Borgou à Libouri,
à accompagner avec plus d'efficacité la préparation et l'organisation des examens du CQM dans les 2 départements. Je crois que c'est un peu une récompense, ces donations qui sont liées aux efforts, à la motivation aussi de la CIM qu'elle a entrepris depuis déjà 2 ans. Je tiens à féliciter tous les partenaires qui sont associés avec la CIM, tous les efforts engagés pour la formation professionnelle. Le partenariat Helvetas et CIM Borgo-Alibori, activé depuis 2014, se vivifie pour accroître les revenus des artisans et éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Cette aide permettra à la Chambre interdépartementale de métiers de non seulement mener aisément ses activités en réduisant considérablement le coût de location de véhicules, mais de faire des suivis réguliers pour la collecte d'informations nécessaires pour le bilan et l'impact de ces interventions au niveau des 14 communes du Borgo-Alibori. À travers ces actions, le Bureau d'appui aux artisans, Helvetas et APIDEV ONG ne cessent de confirmer leur engagement prononcé depuis plusieurs années à assurer le développement économique rural dans le nord Bénin. Actualité hors de nos frontières, au Maroc, 500 migrants forcent la frontière avec l'Espagne. Ils ont pu passer les 6 mètres de barrière entre les 2 pays et auront la chance de trouver exil en Espagne. Suivez plutôt. Contre vents et marées, ils ont franchi la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Les barrières grillagées de 6 mètres de haut n'auront pas suffi à retenir le flot de 500 migrants déterminés. Ces images, tournées par une télévision locale espagnole, les montrent euphoriques, certains brandissant un drapeau européen et circulant à travers les rues de l'enclave espagnole, située en bordure de la Méditerranée. Une fois en Espagne, les migrants ont le droit de présenter une demande d'asile qui, si elle était acceptée, leur permettrait de s'installer dans le pays européen de leur choix. Cette entrée massive intervient alors qu'un différend oppose le Maroc à l'Union européenne sur l'interprétation d'un accord de libre-échange des produits agricoles et de la pêche. Fin 2016, la Cour de justice avait décidé que le Sahara occidental, revendiqué par Rabat, n'était pas concerné par cet accord. Le Maroc avait alors menacé de ne plus contrôler les flux migratoires de l'enclave de la Ceuta, qui constitue, avec celle de Melilla, la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Europe. Marine Le Pen, rattrapée par la justice dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, des enquêtes ont révélé que la candidate à l'élection présidentielle en France aurait touché des milliers d'euros pour un assistant. Reportage. Selon ce rapport confidentiel de l'organisme antifraude de l'Union européenne publié par Mediapart et Marianne, Marine Le Pen aurait reconnu avoir salarié fictivement son garde du corps comme assistant parlementaire. Le préjudice financier subi par l'Union européenne serait de près de 340 000 euros. En décembre dernier, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire, notamment pour abus de confiance, faux et usage de faux et travail dissimulé. Ce matin, les membres du Front National refusent tous de s'exprimer. Seule stratégie de défense, ce communiqué dans lequel l'avocat de Marine Le Pen explique qu'elle n'a jamais rien avoué. Ma cliente n'a jamais reconnu avoir salarié fictivement son assistant, mais a fait procéder à une régularisation comptable. Elle n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de la moindre audition de la part de l'organisme antifraude de l'Union européenne. Cet organisme s'intéresse aussi à une autre affaire concernant cette fois-ci Catherine Griset. Employée elle aussi comme assistante parlementaire depuis décembre 2010, cette amie et collaboratrice de longue date travaillerait en réalité comme assistante personnelle de Marine Le Pen au siège du parti. Parlons sport pour finir. Mobilisation générale contre la candidature de la ville de Budapest pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024. C'est une initiative de l'opposition à la candidature de cette ville. L'opposition à l'organisation des Jeux Olympiques est soigneusement mise en scène à Budapest. Les militants du mouvement Momentum ont déchargé des cartons contenant les 266 151 signatures récoltées par une pétition demandant l'organisation d'un référendum. Face au poids de la mobilisation, le maire de Budapest n'a pas exclu de retirer la candidature de la capitale hongroise. La pétition rassemble en effet 2 fois le quorum nécessaire à l'organisation du référendum.
Nous demandons au Premier ministre et au maire de Budapest d'organiser ce référendum et de ne pas tenter d'empêcher une consultation demandée par 1/4 million d'habitants. Budapest veut débourser 2,4 milliards d'euros pour accueillir les Jeux de 2024, des fonds que le mouvement étudiant souhaiterait plutôt voir investis dans la santé ou l'éducation. Après les désistements de Rome, Hambourg et Kiel, restent en lice Budapest, Paris et Los Angeles. La ville hôte sera choisie au mois de septembre par le CIO. Et voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Prévert Prosper Notéo pour un autre point de l'actualité. Restez avec nous sur l'ORTB.